Bonsoir à tous. Sous un calme apparent, le Cameroun est en réalité en pleine ébullition. Depuis en tout cas la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième que notre pays a eu le privilège d'abriter sur son sol, des tensions de toutes sortes ont surgi et ont fait monter la température à un niveau qui, sans forcément être alarmant, interpelle toute la communauté nationale. Les écoles sont à l'arrêt ou presque en raison d'un mouvement de débrayage estampillé OTS. On a trop supporté. Le personnel de santé fait lui aussi entendre des grincements de dents pendant que le consommateur broie du noir. L'électricité est rationnée dans les ménages, lesquels ménages doivent aussi affronter l'inflation dans les marchés. Ces quelques clichés traduisent un climat social en surchauffe dans un contexte politique lui aussi illisible. Pour parler de tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans la posture d'invité de la rédaction Edith Kabangwala, connue pour être chef d'entreprise, femme politique, présidente du CPP, le Cameroun People's Party, leader d'opinion en somme. Bonsoir une nouvelle fois. Je vous invite dans un très court instant à retrouver notre invité qui est déjà bien établi. Edith Kawala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Dash News. Alors, vous observez sans doute, comme nous, avec intérêt, le mouvement de débrayage, aujourd'hui appelé OTS. On a trop supporté, autant pour moi, lancé donc par les enseignants et qui paralyse le système éducatif camerounais depuis bientôt un mois. J'imagine que vous êtes solidaire de ce mouvement? Absolument. À 100% solidaire. Je crois que nous avons annoncé notre solidarité dès que le mouvement a été lancé. Et nous continuons à... Nous avons été un groupe de partis politiques à signer un communiqué en solidarité et en soutien. Et nous continuons à soutenir ce mouvement. C'est incroyable au Cameroun que l'État, qui est le premier employeur de la nation, ne paye pas ses employés. Ces enseignants ne sont pas en train de demander quoi que ce soit d'extraordinaire. Ils demandent à l'État de respecter la loi. La loi camerounaise dit, vous êtes un employeur, vous avez un employé, vous êtes supposé payer cet employé. C'est aussi simple que ça. On constate des dysfonctionnements. Je crois que presque tous les Camerounais, on savait qu'il y a des dysfonctionnements dans ce secteur. Ce n'est pas la première grève des enseignants, mais je crois aujourd'hui, avec l'outil des réseaux sociaux, ça nous permet de savoir qu'à l'extrême nord, il y a des personnes qui n'ont pas vu leur salaire depuis 10 ans, à tel endroit depuis 5 ans, à tel endroit depuis 8 ans, certains 20 ans. Certains ont enseigné, sont allés à la retraite sans toutefois être intégrés en tant que fonctionnaires. Donc, je crois que c'est un dysfonctionnement extrêmement grave, d'autant plus qu'il s'agit de qui? Les enseignants sont les personnes qui passent le plus grand nombre d'heures éveillées dans la journée avec nos enfants. Ce sont les encadreurs de la nation. C'est eux, vous et moi, on va voir nos enfants 3-4 heures le soir quand ils sont déjà fatigués. C'est les enseignants qui voient les enfants du matin jusqu'au soir et qui encadrent, qui inculquent des notions. L'éducation, on n'a pas besoin de le dire, c'est le fondement d'une nation, d'une société. Donc, permettre à ce que l'enseignement soit dans ce désarroi total, vraiment désarroi total, parce que même ceux qui sont en grève, vous avez parlé tout à l'heure des autres corps qui commencent à enseigner, mais il faut comprendre que le mouvement, on a trop supporté, est lancé par les fonctionnaires en cours d'intégration. Vous avez à côté de ça les vacataires qui eux aussi ce week-end ont
signé un communiqué pour dire qu'ils entraient en grève, parce que ça, c'est le gros lot des enseignants qui ne sont pas intégrés du tout dans la fonction publique. À côté de ça, vous avez les enseignants du secteur privé qui, eux aussi, ne sont pas régis, ne sont pas encadrés par un statut de l'enseignant qui fait partie des réclamations des grévistes, qui peuvent les assurer un minimum comme salaire, comme conditions de travail, etc. Donc, grève tout à fait légitime, et tout ce qu'on a à faire aujourd'hui en tant que Camerounais, c'est de soutenir cette grève et d'insister que le gouvernement paye les enseignants. Alors, aussi simple vous avez parlé tantôt de dysfonctionnement dans le système éducatif camerounais. Oui. De quoi procède, de votre point de vue, de votre opinion, ce fameux dysfonctionnement? Alors, dysfonctionnement, allons-y. C'est multiple dans le système éducatif, mais je vais rester là sur le cas des enseignants et leur salaire. L'année dernière, quand il soumet le budget à l'Assemblée nationale, le gouvernement, le ministre des Finances, il a dans le budget 31 milliards pour l'apurement de la dette. Donc, il reconnaît une dette et il a 31 milliards pour l'apurement de la dette. Déjà, en début de cette année, il y a grogne au sein des enseignants, et le 4 janvier, le Premier ministre convoque une réunion avec le ministère de l'Éducation secondaire et le ministère des Finances. Et on constate d'abord, premier dysfonctionnement incroyable pour un gouvernement. Le ministère de l'Éducation secondaire et les enseignants disent « vous nous devez 181 milliards », le ministère des Finances lui dit « non, je vous dois 121 milliards ». Mais toujours est-il qu'il reconnaît une dette de plus d'une centaine de milliards vis-à-vis des enseignants. Pourquoi? Pourquoi? Voilà une nation qui vient d'organiser une CAN, vous l'avez dit tout à l'heure. Un stade nous a coûté plus de 100 milliards. Et nous en avons construit 5, je crois. Comment est-ce que... 5 construits, 2 rénovés. 2 rénovés. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? La CAN, ce n'est pas une obligation. On va chercher la CAN. Et cette CAN-ci, on l'a vraiment cherchée. On est parti la chercher, on n'a pas pu organiser à temps, on a fait des pieds et des mains. Les rumeurs disent qu'on a même mis un peu d'argent pour pouvoir être les organisateurs de la CAN. Un pays qui n'arrive pas à payer ses enseignants, c'est quoi ces priorités-là? Justement, lorsque vous parlez de la CAN et de la grève des enseignants, et lorsque les deux sont mis ensemble l'un après l'autre, vous vous dites que c'était finalement pas si opportun que ça que de faire cette CAN-là, si on devait, quelques jours seulement après, subir une telle crise. Ce n'était pas du tout opportun. C'est de la mauvaise et de la très mauvaise gouvernance. Monsieur Issomba, si je viens chez vous et que vous n'avez pas payé vos employés de maison, vous n'avez pas payé la personne qui travaille chez vous, etc., mais que vous êtes en train de vous payer des vacances pour aller à la Côte d'Azur, je vais vous poser des questions. Ce n'est pas parce que la Côte d'Azur n'est pas bien. La CAN, c'est très très bien. Le football, c'est excellent. Mais dans le fonctionnement d'un pays, il y a des priorités. Et je suis désolée, l'éducation vient avant l'organisation d'une CAN. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec une CAN qui a coûté des milliers de milliards, et puis après, pour ne pas pouvoir payer les enseignants le pécule, parce que il faut dire que les salaires que reçoivent déjà les enseignants sont bien en deçà des pays qui sont au même niveau de développement. Au même niveau de développement. Nous sommes, avec les enseignants du secondaire, là, généralement, pour les mieux payés, en dessous de 300 000 francs CFA. On va à côté, dans un pays avec lequel on a eu beaucoup de chahuts pendant la fameuse CAN, comme la Côte d'Ivoire,
Et vous allez constater que dans le secondaire, les salaires commencent à 300 000 francs et peuvent aller jusqu'à 500 000, 700 000 francs. Donc, déjà qu'on ne les paye pas, bien que le salaire ne correspond pas à grand-chose, qu'on puisse ne pas le payer alors qu'on a priorisé autre chose. Et même si on met la canne de côté, je vous prie de prendre le budget du Cameroun sur l'année 2021 et compter le nombre de véhicules qu'on a achetés. On a eu la preuve même au début de la crise avec la remise des véhicules aux fonctionnaires de l'administration territoriale et de la décentralisation. Qui avaient des véhicules, hein. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas des véhicules. On est en train de renouveler leur parc automobile. Donc il y a un problème de la qualité de la dépense? Il y a un problème des priorités fondamentales. Et c'est une démonstration qu'une fois de plus, pour le régime Biya, le citoyen que nous sommes, on est la dernière des priorités. Parce que notre éducation, l'éducation de nos enfants, on va voir tout à l'heure, la santé, les travailleurs de la santé sont plus ou moins dans la même situation. Donc, les services de base, les services fondamentaux qui sont des droits. L'éducation est un droit, la santé c'est un droit que l'État est dans l'obligation de nous fournir. Eh bien, on constate que ces questions-là sont reléguées en arrière-plan pendant qu'on achète des voitures. Je peux vous dire, on a regardé un peu le budget. Dans la même période de temps, il y a des hauts cadres qui ont lancé des appels d'offres pour construire des piscines, pour construire des salles de banquet, pour construire vraiment des dépenses farfelues, pendant que la survie même des enseignants est en jeu. La survie des enseignants et donc naturellement la survie de la République, si tant est que, si j'en juge par vos développements, l'éducation est à la base de la construction de la cité. Alors, la réponse du gouvernement, vous l'avez sans doute suivie. Oui. Elle est intervenue en plusieurs temps. D'abord, une annonce de décaissement de 2,7 milliards de francs CFA. Et puis, cette grosse conférence de presse qui a rassemblé pas moins de 5 ministres, dont les deux en charge de l'éducation de base, donc le primaire et le maternel, et puis celui du secondaire, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre de la communication et le ministre des Finances. Les annonces faites jusque-là, les chiffres avancés, les promesses énoncées, vous vous dites, on prend peut-être le chemin de la résolution de cette crise ou pas? Pas du tout. Très peu convaincant. Très peu convaincant. D'abord parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans la prévision budgétaire, dans ce qui était déjà planifié, il y avait 31 milliards. Où sont ces 31 milliards? Sortez-les, payez les enseignants. Le budget, à ce qu'il semble, n'est pas encore d'application depuis janvier. Non, mais on est au mois de mars. Oui. Là. Donc, payez les enseignants. Ça, c'est la première des choses. Donc, déjà, ce qu'ils ont prévu, ils n'ont pas encore payé. On aurait attendu une annonce d'urgence, hein, donc peut-être 31 milliards, comme vous dites, l'année budgétaire, c'est toute l'année, donc on aurait pu prévu un échéancier, mais s'il y a urgence, on se dit, au moins ce qu'on avait prévu, on le paye immédiatement pour faire baisser les tensions. Et pour moi, c'est extraordinaire que ça prend un mois pour le gouvernement de répondre même, commencer à apporter des réponses. Donc, première des choses, on n'a pas entendu ça. Deuxième chose, c'est que ce gouvernement, en 2017, il a fait des promesses aux enseignants avec des dizaines de milliards qu'on allait leur payer. Ça n'a pas été fait. En 2019, même chose, ça n'a pas été fait. Donc, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à croire que aujourd'hui, la promesse qu'ils ont fait à partir du mois de mai, fin mars. Non, fin mars, c'est les 2,7 milliards. Okay, ouais. Voilà. Pour les frais de correction. Le vrai argent, hein, je crois que c'est une trentaine de milliards, ça commence au mois de mai. Alors, les enseignants ont du mal à croire et ils ont raison.
Alors, ils ont du mal à croire et justement, le mouvement, le mot d'ordre de grève n'est pas levé. Voilà. Jusque-là, les discussions, les concertations se poursuivent, notamment au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Vous croyez que... Et on a entendu le ministre dire que si les enseignants, le ministre du Travail, M. Grégoire Owona, que si les enseignants ne levaient pas le mot d'ordre de grève, eh bien l'État sera dans l'incapacité de les payer. Alors, dans l'incapacité de payer quoi? Le travail qu'ils ont déjà fait, qui n'est pas payé depuis des années, ou bien un travail futur qu'ils doivent faire. Voilà un mois qu'ils n'ont pas travaillé. Monsieur le ministre qui travaille pour nous, il ne faut pas qu'il oublie que c'est nous et ces enseignants-là qui payent son salaire. La première des choses, c'est qu'il nous explique, lui, monsieur le ministre du Travail, comment on est arrivé à la situation où il y a 158 000 dossiers en instance. Lui, il faisait quoi? C'est lui le ministre du Travail. Monsieur Issomba, ce qui démontre une fois de plus que notre gouvernement n'est pas sérieux, c'est que tous ces ministres soient encore en poste. Quelqu'un, à moins qu'on me dise que c'est un miracle, on est arrivé comme ça, là, par hasard, on doit 181 milliards, on a 158 000 dossiers en instance, on a tout un circuit de corruption qui est décrit par ces enseignants pour pouvoir accéder à ce qui leur revient de droit. Et personne n'est viré. Alors, pourquoi? Personne n'est viré. Il faut que 5 ministres s'assoient là et nous racontent. Et monsieur le ministre du Travail se permet de se pavaner dans les médias pour nous raconter je ne sais pas quoi, menacer les enseignants. Il est sérieux. Alors, justement, parlant de menaces, d'aucuns estiment que les enseignants, les membres de OTS et les syndicats seraient ou sont instrumentalisés, manipulés. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous y voyez, vous, de votre lucarne, de votre position, on peut aussi vous le reprocher en tant qu'acteur politique de faire un peu de la récupération? Est-ce que vous voyez, vous pensez que ce mouvement est toujours aussi autonome qu'il l'a été au début, ou alors il est désormais infiltré par des officines qui travaillent à autre chose? Est-ce qu'il a changé ses revendications? Des travailleurs réclament leur salaire et quelqu'un les instrumentalise à faire quoi? À maintenir la pression. Est-ce qu'ils ont été payés? Est-ce qu'ils ont été payés et qu'ils ont refusé d'aller au travail? Ils ont commencé leur revendication en demandant leur salaire, ce qui est leur dû. À ma connaissance, ils ont environ 5 revendications clés. Je n'ai pas entendu de changement, de modification dans ces revendications depuis le premier jour. Comment est-ce qu'on peut amener... C'est-à-dire qu'il faut que ce gouvernement arrête. Il faut qu'ils arrêtent avec ces... en anglais, on dit nonsensicalities. Un travailleur réclame son salaire et vous dites qu'il est instrumentalisé par qui? Et je vais revenir aussi à la question de la récupération politique. Voilà. J'entends ça tout le temps. Ça, c'est une grosse différence dans nos cultures. On est francophone et anglophone. C'est un terme qui n'existe pas en anglais. Parce que c'est quoi la politique? La politique, c'est la gestion de la cité. C'est la gestion de la société. Les enseignants ne sont pas payés. Et il faut que les politiques fassent quoi? Se taisent? On va se préoccuper de quel problème alors? Est-ce que du coup, Kawala, on sait que vous êtes un acteur important de la vie politique nationale, que vous avez vous-même plusieurs fois essayé de mobiliser ou mobiliser d'ailleurs, initier des mouvements de contestation, de protestation, de marche et tout le reste. Est-ce que depuis le 21 février et le déclenchement de cette crise dans notre secteur éducatif, vous avez essayé ou vous êtes rentré en contact avec les enseignants pour essayer de les accompagner, de porter leur voix autrement que par eux-mêmes? Est-ce que les politiques, pour poser un peu la question autrement, lorsqu'on vous parle de récupération, est-ce que vous êtes en intelligence avec ce corps de métier? Les enseignants sont en train de faire un travail formidable tout seuls. Ils sont en train...
j'ai l'impression, hier je disais à quelqu'un que j'ai l'impression des personnes qui ont suivi nos formations en lutte non violente. Parce qu'ils font un travail extraordinaire tout seuls. Ils ont choisi de faire grève au sein de leurs écoles. Ils ont choisi d'être présents. On ne peut pas les accuser d'être absents. Avec les menaces, les intimidations qui venaient de notre cher ministre de l'administration territoriale, ils ont décidé de garder le silence. Extraordinaire. Vraiment, moi je dis chapeau, j'apprends plutôt, parce que je trouve que face au type de système répressif que nous avons, jusqu'ici, on n'a pas à les accompagner, encadrer, faire quoi que ce soit. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Maintenant, nous, politiques, nous avons tout à fait le droit, si nous le souhaitons, de nous mettre en route pour marcher. Il s'agit de nos enfants. Les enfants vont avoir une année blanche à cette allure. Donc, nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit de protester. La Constitution camerounaise nous confère ce droit. Et nous ne serons pas dans notre rôle de politique si nous ne nous exprimons pas en ce moment-ci. Alors, quel pourrait être le minimum pour que cette crise, on arrive à une sorte de désescalade? Parce qu'il y a quand même un enjeu qui est important, c'est-à-dire de ramener les enfants en classe et surtout les professeurs pour que l'année soit sauvée. Quel serait, de votre point de vue, on connaît le chapelet de revendications, à quel niveau placez-vous le curseur pour que voilà, les choses reviennent un peu à la normale et que cette radicalisation des enseignants, on s'entend, soit moins accentuée? À mon avis, les enseignants réclament 181 milliards. Oui. Première des choses, que l'État leur paye leurs 181 milliards, quitte à suspendre, pourquoi pas les salaires des ministres, hein? Eux aussi peuvent rester, si les enseignants peuvent rester 2 ans sans salaire, ben, ma foi, les ministres, avec tous leurs avantages, ils peuvent aussi rester 6 mois sans salaire. Donc, qu'on privilégie pour une fois les enseignants, première des choses, qu'on leur paye leur argent. Deuxième élément clé qui va comprendre toutes les autres revendications et qui va permettre au gouvernement d'amorcer la crise anglophone, c'est de tenir les états généraux de l'éducation. Parce que les autres questions, le statut de l'enseignant, un certain nombre de questions sur le recrutement, la formation, etc. des enseignants, ont trait au système éducatif et ça va permettre maintenant d'aborder la crise anglophone qui, elle, dure depuis 5 ans. Parce qu'il ne faut pas qu'on... Sur son pan éducation. Sur son pan éducation. Et il ne faut pas qu'on fasse comme si un enfant est plus important que l'autre. Il y a des enfants anglophones qui n'ont pas été à l'école depuis 5 ans. Hein? On n'en a pas fait une priorité pour qu'ils puissent repartir à l'école. Donc, voici, ce moment-ci offre une opportunité en or au gouvernement qu'ils trouvent les 181 milliards. Bon, il leur faut un peu plus que ça. Hein. Je crois que les estimations, c'est qu'il leur faut dans les 300 milliards, là où ils sont, parce que en plus de ça, comme je vous dis, il y a derrière les vacataires, il y a derrière un certain nombre d'autres coûts, d'autres dettes qu'ils ont vis-à-vis du corps enseignant. Donc, c'est très important qu'ils payent. Si on a pu trouver l'argent pour finir les stades, eh bien, on peut le trouver pour payer les enseignants, convoquer les états généraux de l'éducation. Pendant les états généraux de l'éducation, on va pouvoir mettre le système éducatif à plat. On va pouvoir discuter du problème fondamental du système éducatif dans notre pays qui a causé une crise qui dure depuis 5 ans et on va pouvoir avancer. Très bien. Alors, il y a OTS, on a trop supporté. Aujourd'hui, les enseignants du primaire aussi, vous avez parlé des vacataires. Non, il y a les vacataires et il y a les enseignants du primaire. Voilà,
ont aussi lancé le mouvement Trop c'est trop. Oui. Il y a OTS Santé. Est-ce que vous pensez qu'on est parti pour un effet de contagion dans tous les secteurs du service public? Absolument, parce que le gouvernement ne paye pas ses employés depuis des années. Le gouvernement triche depuis des décennies. Il roule sur le dos de ceux qui travaillent pour lui. Les plus petits, hein, parce que les grands, eux, ils ont leur salaire. Hein. Donc, ceux qui sont vraiment à la base du système sont en train de payer pour non seulement les salaires, mais les très gros avantages que les autres ont. Et il est tout à fait normal que, je reviens à votre maison encore, si vous ne payez pas votre cuisinier, ni votre blanchisseur, ni votre jardinier, et que le cuisinier réclame, il est tout à fait normal que le jardinier se dise c'est le bon moment et le blanchisseur aussi. Donc, la très mauvaise gestion qu'a fait le régime Biya depuis 40 ans aujourd'hui le rattrape. Et il est absolument nécessaire pour le CPP, vous le savez, pour le mouvement dont on fait partie, Stand Up for Cameroun, la solution ultime, c'est la transition politique. Ce système qui a créé tous ces problèmes-là ne va pas pouvoir les résoudre. Et nous arrivons à un moment où le régime est dos au mur et il va falloir arriver à une transition politique. Alors, comment on part des revendications sectorielles, oui, des enseignants, les professionnels de santé et autres, on ne sait pas ce qui pourrait arriver demain, à revendications politiques et mise en chemin, mise en joue d'un projet de transition? Comment ça peut mécaniquement s'opérer? Alors, d'abord, la revendication sectorielle, elle est quoi? Elle est politique. Ce n'est pas des techniciens qui ont créé ce problème. C'est une politique, c'est un gouvernement, c'est le responsable de ça, ce sont des élus politiques et un gouvernement qui a été nommé par des élus. Donc, le problème de fond, il est politique. Éminemment politique. Voilà. Il faut qu'on le comprenne. Et donc la solution aussi sera politique. La solution ultime, hein, on peut trouver 181 milliards là pour les enseignants, mais ce n'est pas moi qui le dis, ni vous. Immédiatement, ceux de la santé vont dire, mais écoutez, nous aussi. Et immédiatement après ça, il y aura les différents autres secteurs. Donc le problème ultime, c'est une très, très mauvaise gestion depuis des décennies. En anglais, on a une expression où on dit « the chickens have come home to roost ». Hein, donc, vous êtes arrivé à un stade où toute votre mauvaise gestion, les résultats sont devant vous. Et les personnes qui sont en poste aujourd'hui, ils nous le démontrent. Ils ont démontré avec la crise anglophone. Vous vous rappelez de cette crise anglophone qui a commencé avec des revendications sectorielles et qui a fini dans un problème politique qui demeure jusqu'à notre jour? On va avoir le même problème. Et donc, il ne faut pas non plus que nous, en tant que citoyens camerounais, on se leurre. C'est le moment d'être solidaire des enseignants. C'est le moment de poser les problèmes, l'ensemble des problèmes que nous avons. C'est le moment de parler transition politique. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ce système qui nous a amenés ici après 40 ans et on met en place un nouveau système de gestion de notre pays. Edith Kawala, voilà bientôt le CPP, ça fait combien d'années déjà? Le CPP, lui, il est vieux de 91. Hein? 91? Oui. 91? Oui. Ah, quand même. Donc, vous avez 31 ans. Oui. Mais vous êtes une ancienne militante politique, on sait depuis le SDF et tout le reste. Mais comment comprendre que malgré tous les efforts que l'opposition a fait jusqu'ici, vous ne soyez
j'allais dire jamais, mais je vais dire presque jamais arrivé à mobiliser autant, à créer une telle crispation, un tel moment de tension dans la République, là où les syndicats, les mouvements nés spontanément y arrivent. Donc ça veut dire que le problème, ce n'est pas les Camerounais sont capables de mobilisation, c'est peut-être les acteurs politiques qui n'inspirent pas l'adhésion à leur stratégie et à leurs idées. Monsieur Essomba, le jour où on va pouvoir tranquillement faire des mobilisations politiques, ce jour-là, vous allez évaluer notre capacité de mobilisation. Ne nous parlez pas de notre capacité de mobilisation quand on va d'interdiction à interdiction, quand on met nos militants en prison. Moi, on sort d'un an là, au niveau de Stand Up for Cameroun, avec 5 militants qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont assisté à une réunion. Donc, on est dans une dictature. On est dans une dictature qui reprime. Et tant qu'on n'a pas évolué pour aller dans le sens d'un environnement politique sain qui permet effectivement la mobilisation autour des idées, il est impossible d'évaluer ces idées. Maintenant, il faut comprendre une chose. La mobilisation politique se fait toujours autour des questions sociales et économiques. La mobilisation politique se fait quand nous avons vu le printemps arabe, etc. C'était quoi? C'était le prix du pain, c'était le prix du pétrole à la pompe. Donc, il n'y a rien de nouveau au Cameroun. La situation sociale, même dans les années 90, quand c'est peut-être le plus grand moment de mobilisation politique, c'est la situation économique du pays qui a poussé cette mobilisation politique. Donc, il est très important de comprendre qu'il n'y a pas la politique à part et les questions sociales. La politique, par définition, c'est pour gérer le social et l'économie. C'est ça son travail. Donc, on ne sépare pas ces choses-là. Donc, vous n'êtes pas particulièrement, j'allais dire, admirative du succès, si on peut appeler ça succès, entre guillemets, des enseignants et autres corps qui se mobilisent en ce moment. Je suis très admirative. Je ne suis pas jalouse. Okay. Je ne suis pas jalouse, au contraire. Non, pas du tout. Je suis très contente de voir les enseignants revendiquer, tenir en tant que corps la démocratie dont je rêve pour le Cameroun. C'est une démocratie où les syndicats des enseignants sont forts, les syndicats de ceux qui travaillent dans la santé sont forts, les syndicats des transporteurs sont forts et la négociation se fait avec un gouvernement sur la base des intérêts communs. Voilà comment les démocraties fonctionnent. Donc je suis très contente de voir le corps enseignant pouvoir faire bloc, pouvoir tenir. Ça donne espoir, ça donne énormément d'espoir pour le Cameroun de demain. On a parlé des enseignants, on a parlé des personnels de la santé. On pourrait parler aussi, Edith Kawala, des tensions dans les ménages. En introduction, j'évoquais le rationnement de l'électricité. Juste après la CAN, à Douala, à Yaoundé, dans d'autres villes du pays, on a vécu les Camerounais ont broyé du noir avec des délestages qui ont duré parfois 48, 72 heures. On parle aussi du panier de la ménagère qui se raréfie. L'inflation, à ce qu'il semble, est galopante sur les produits de première nécessité. Tout ça, ça fait un magma qui interroge, qui interpelle et qui peut, à terme, aboutir à une déflagration. Ce qui est clair, c'est que encore une fois, la gestion faite par le régime Biya, aujourd'hui, arrive à ses limites. Le Cameroun est un pays infiniment riche. C'est ça qui a permis à ce régime de tenir jusqu'ici. Le pays est très, 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 très riche. Mais, quelle que soit ta richesse,
Si tu passes ton temps à gaspiller ton argent, à un moment donné, tu n'as plus les moyens pour tenir ton train de vie. Et c'est ce qui nous arrive. Alors, en ce qui concerne l'électricité, comme nous le savons, le gouvernement du Cameroun a d'abord passé près de 20 ans à ne pas investir dans les infrastructures, c'est-à-dire les barrages, voilà, dans les infrastructures pour l'électricité. Et puis maintenant, quand on a commencé à faire des investissements, ils sont, pas très rationnels dans certains cas, de deux, les projets sont mal gérés, on passe le temps à travers la corruption, le détournement, à prendre de l'argent au lieu de construire l'infrastructure dans les délais pour pouvoir faire face à la demande en électricité. Or, la demande en électricité, elle est galopante, elle accroît tous les jours. Donc, si vous faites un projet et que votre projet a 3, 5, 10 ans de retard, eh bien, vous avez le gap entre la demande et l'offre n'a pas changé. Donc, vous n'avez pas résolu le problème. Donc, voilà notre problème d'électricité. Dans l'immédiat terme, donc juste après la CAN, ce qui s'est passé pour la CAN, et ça fait partie des problèmes, des raisons pour lesquelles l'État a des problèmes de trésorerie actuellement, c'est que comme il voulait à tout prix cette CAN, on ne comprend pas très bien pourquoi, mais je crois qu'ils étaient persuadés que la CAN va les garder au pouvoir, je ne sais pas trop quoi. Mais ils voulaient à tout prix cette CAN. Ils ont fait tourner les machines, les turbines. Les centrales thermiques qui nécessitent du gazole, pour lequel il faut payer. Les industries ont été demandées de réduire leur consommation en électricité pour alimenter les ménages. Les industries aujourd'hui ont besoin de reprendre. Je vois là qu'on les redemande de baisser encore une fois à nouveau mais ils vont fermer les portes s'ils ne peuvent pas produire. Donc, pour pouvoir satisfaire ce besoin à très court terme, cette ivresse qui était la CAN, le gouvernement a pompé de l'argent pour qu'on puisse avoir tous de l'énergie. Mais ce qui se passe dans le comportement de l'être humain, c'est que si tout d'un coup j'ai l'électricité tous les jours, après la CAN, quand vous me le coupez, ça fait doublement mal. Et voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Et l'État ne peut pas se permettre de payer le carburant pour les centrales thermiques pour qu'ils continuent à fournir autant d'électricité. En plus du fait qu'on a une stratégie qui a misé uniquement sur l'hydroélectricité, dans un contexte qui, depuis 30 ans, on sait qu'il y a le changement climatique. Ça m'a amusé de lire le communiqué du ministre l'autre jour qui disait, oui, voilà, c'est à cause du changement climatique qu'on n'a pas assez d'eau. Vraiment, le niveau d'eau baisse dans les chutes, là, depuis plus de 20 ans. Un pays qui se gère, fait des prévisions, diversifie ses sources d'énergie pour pouvoir faire face. Alors, Kawala, vous parlez beaucoup de CAN. Avant de venir à la dernière partie de cet entretien, est-ce que vous n'avez pas vibré pendant la CAN, pour être honnête, pour tenser autant cette compétition? Est-ce qu'en tant que Camerounaise, vous n'avez pas pris du plaisir à regarder cette compétition, à défaut d'aller au stade, de regarder le spectacle dans les stades et de voir votre pays être en capacité d'offrir un tel spectacle au monde, aux Africains et au monde? J'adore le football. Vraiment, j'adore le football. Je viens d'une famille de football, en commençant par ma mère, qui est la première personne qui m'a amenée au stade. J'ai grandi à Yaoundé. On partait au stade regarder les matchs de première, parfois deuxième division. Mon frère est coach de football, mon neveu est footballeur professionnel. Je nage dans le football. Ça ne change pas le fait que
quand on gère, on fait des priorités. Quand on est un parent, les enfants peuvent adorer aller au cinéma et à la piscine. Tous les enfants adorent ça. Mais c'est à vous, le parent, d'être sûr que l'argent que vous utilisez pour les amener à la piscine et au cinéma, ce n'est pas l'argent de la ration du lendemain. Parce que ces mêmes enfants ne vont rien comprendre si le lendemain, il n'y a pas de petit déjeuner. Et c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons. C'est que c'est à l'État de définir un certain nombre de priorités. Les Camerounais ont absolument vibré pendant la CAN. Est-ce que pour autant, ils ne veulent pas l'électricité aujourd'hui? Est-ce que pour autant, ils estiment que c'est normal de ne pas pouvoir payer les enseignants aujourd'hui? Non. Et d'ailleurs, on ne les a pas présenté ce choix-là. Si encore le choix nous avait été présenté, que soit on fait la CAN, soit on paie les enseignants, et que c'était nous qui avions choisi, là on prendra la responsabilité. Mais personne ne nous a présenté ce choix. Très bien, je vous conseille de cela. Parlons un peu politique, on a commencé à en parler un peu, mais de manière un peu plus serrée et concrète. Des collègues à vous de l'opposition ont annoncé en début de semaine, et je crois depuis le week-end, ceux qui sont au Parlement, la création d'un groupe parlementaire dénommé l'Union pour le changement. Et tous les partis donc, de l'opposition qui sont dans cette assemblée ont signataires de cette annonce-là, 16 députés au total. Qu'est-ce que ça change? Une telle donne, un tel groupe parlementaire dans le jeu des institutions, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous le comprenez? Vous n'y êtes pas, mais est-ce que vous comprenez une telle démarche? Écoutez, toutes les démarches qui regroupent l'opposition camerounaise, à mon avis, sont bonnes. Chaque fois que les partis de l'opposition se mettent autour d'une table pour discuter des objectifs, des stratégies communes, c'est quelque chose de bon. Sur le plan institutionnel, au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne va absolument rien changer. Vous venez de dire qu'ils sont 16 députés sur 180. Ils n'ont pas la possibilité de contrer ou de peser ou de changer quoi que ce soit dans l'ordre du jour ou bien dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais si ça leur permet d'agir ensemble de manière plus cohérente, de manière plus stratégique au sein de cette Assemblée-là, vous savez que sur cette stratégie-là, nous sommes en désaccord. Nous, on ne pense pas que dans la configuration actuelle du Cameroun, dans la dictature dans laquelle nous vivons, que être à l'Assemblée, ça change quoi que ce soit. Vous avez d'ailleurs boycotté voilà. les élections. Et nous estimons que, étant à l'extérieur de ces institutions, nous sommes plus actifs, plus influents que de nombreux partis qui sont à l'intérieur. Mais le fait qu'ils se regroupent, ça facilite deux choses. Un, leur action commune, mais aussi deux, la communication avec nous. C'est plus facile pour un stand-up for Cameroun de se réunir avec une union pour le changement que d'avoir à appeler chacun. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Très bien. Union pour le changement, c'est un nom qui évoque voilà. J'étais un membre de l'Union pour le changement. Est-ce que du coup, c'est pas un mauvais présage lorsqu'on sait quel est le sort, à quoi on est arrivé avec l'Union pour le changement à l'époque, j'allais dire flamboyante, au moment où le John Frundi était on avait le plus grand espoir. Voilà. Oui. Est-ce qu'on pouvait pas trouver une autre dénomination pour exorciser voilà, ce passé que les Camerounais n'ont pas complètement avalé? Non, je pense que
l'importance est moins dans le nom que dans le fond. Les symboles, de ce qui va se les faire. Symboles, voilà, les symboles. En même temps, ce sont quand je regarde le SDF, l'UDC, ce sont des partis qui ont fait partie de l'Union pour le changement, les individus même, l'UMS. Donc, je comprends en quelque sorte ce choix de nom. Et moi, je crois qu'il faut dépasser certains détails. Vraiment, ça, c'est des détails. Ouais. L'essentiel, c'est on est dans une conjoncture actuelle. Cette conjoncture nécessite absolument l'action des politiques que nous sommes. Tout regroupement qui nous permet d'agir de manière plus cohérente, plus stratégique, c'est une bonne chose. Elle est la bienvenue. À côté de l'Union pour le changement, avant l'Union pour le changement, il y a cette autre coalition d'un autre nombre de partis de l'opposition qui travaillent depuis des mois maintenant à la proposition de réforme du code électoral. Le CPP y participe? Non. Non. Pourquoi? Non. Nous ne participons pas. Vous avez été invité au moins? Non plus. Non, on n'a même pas été invité. On n'a pas été invité, mais on a discuté ensemble avec notamment l'UDC qui a convoqué cette réunion et on était d'accord. Ils ne nous ont pas invités parce qu'ils connaissent notre position sur la question et notre position était restée cohérente. Ce qu'il faut faire aujourd'hui au Cameroun, c'est une transition politique afin d'avoir un dialogue national, afin de faire les réformes structurelles, réforme des institutions, réforme d'un certain nombre de systèmes, dont le système électoral. Le régime Biya ne va jamais reformer ce système électoral de telle sorte qu'on puisse avoir des élections libres et transparentes. L'objectif aujourd'hui, c'est remercier le régime Biya. 40 ans, merci beaucoup. Vous êtes arrivés, 40 ans, vous ne pouvez pas livrer l'eau, vous ne pouvez pas livrer l'électricité, vous ne pouvez pas payer les enseignants, vous ne pouvez pas payer les travailleurs de la santé, vous n'êtes pas capable de gérer notre économie. Merci beaucoup. Allez vous reposer. Nous allons nous asseoir avec un gouvernement de transition pour nous permettre de réécrire la constitution du Cameroun, parce qu'une des raisons pour lesquelles on ne croit pas en cette Assemblée nationale, c'est que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, par définition dans la constitution du Cameroun, est déterminé par l'exécutif. À quoi ça correspond? Vous avez deux organes d'un gouvernement qui devraient s'équilibrer, se contrebalancer, et il y a un qui définit les choses pour l'autre. Donc, on a une constitution qui a besoin d'être revue à plusieurs différents niveaux. Nous avons toute la question de la décentralisation, du fédéralisme qui doit être mis en place, et ça c'est très important. Il faut que les Camerounais comprennent que avoir de l'eau, avoir de l'électricité, avoir des écoles qui fonctionnent, où les enseignants sont bien payés, etc., avoir des centres de santé, où il y a du personnel, où il y a de l'équipement, etc., ça nécessite absolument un gouvernement qui est présent au niveau local. Et on ne va pas pouvoir décider de ces questions clés avec le régime Biya. Donc oui, le travail maintenant, c'est de les mettre de côté pour qu'on puisse rebâtir les fondements même de la nation. Oui, dit comme ça paraît facile, mais vous savez, à l'épreuve des faits, vous êtes sur le champ politique depuis 30 ans et un peu plus peut-être. Oui. Vous savez combien c'est difficile d'arriver à cet objectif. De se débarrasser d'une dictature, oui, c'est très difficile. Enfin, ce sont vos mots. Sauf si vous vivez dans un autre pays. Non, ce sont vos mots, Kawala. Ne me prêtez pas vos expressions. Sauf si vous vivez dans un autre pays. Ben, écoutez, chacun son ressenti. Je n'ai pas dit non plus que je me sentais
particulièrement à l'aise dans ce pays-là. Alors, est-ce qu'il faut... Moi, ma question, c'est est-ce que, compte tenu de l'expérience du passé, il faut fonder un quelconque espoir à tout ce qui se fait ici et là? L'Union pour le changement ici, travail de coalition pour la réforme du code électoral. Et vous-même, vous êtes, je suppose, hein, avec d'autres, dans Stand Up for Cameroun, avec d'autres partis politiques et organisations de la société civile. Oui. C'est des petits pas, vous direz, ou voilà, il faut commencer par quelque part avant d'espérer plus grand. C'est un peu la démarche. Bien sûr. Monsieur Somba, on vous aurait dit il y a 6 mois que les enseignants camerounais peuvent gréver et tenir une grève 1 mois, vous m'aurez dit non, c'est pas possible. Ils ont essayé plus, ils ne sont pas à leur première tentative. Ils ont essayé plusieurs fois. La plus belle chose que moi je vois dans cette grève, c'est qu'ils prennent les enseignements du passé. Ils ont intégré les enseignements du passé dans leur stratégie. Mettre fin à une dictature, c'est absolument chose très difficile. Si ce n'était pas le cas, c'est que l'Afrique tout entière serait dans une autre situation aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de très, très difficile, mais c'est quelque chose que nous devons d'essayer de travailler sur ça tous les jours de notre existence. On a eu, c'est en 1884 hein, que les Occidentaux sont arrivés ici. On s'est débarrassé d'eux en 1960, près de 100 ans, hein, 80 ans plus tard. Et on s'est débarrassé d'eux, pourquoi? Parce que tout au long de ce cheminement de Kouma Doumbé, de Kouma Mbappé à Bonaberi, jusqu'au Oumniobé, etc., tout au long, il y avait des gens qui combattaient. C'est l'ensemble de ces combats qui aboutit à un résultat. Je ne considère en rien, vous avez parlé des années 90 et j'entends souvent les Camerounais parler de ça comme un échec. Non, moi je suis assise ici et vous et moi on peut avoir cette conversation à cause des années 90. Il ne faut pas du tout, on n'est pas arrivé à l'objectif final, mais il ne faut pas du tout minimiser les pas géants qui sont faits entre-temps. Donc, est-ce qu'il faut avoir espoir? Oui. Sinon, il faut cesser de vivre. Hein? Il faut continuer à avoir espoir. Est-ce qu'il faut avoir foi? Oui. J'ai foi, pas en vous, pas en un ministre, même pas en un enseignant, mais j'ai foi au Cameroun. Je suis convaincue que c'est dans les tripes des Camerounais d'avoir un pays où les ressources sont partagées de manière équitable, où on peut parler librement, militer librement, quelles que soient ses convictions politiques, et où on est capable de gérer une économie de telle sorte que la majorité ont un emploi. J'y crois fermement. Et toutes les actions, toutes les tentatives, même celles qui échouent, pour atteindre ce but, sont très importantes. Donc, je pense, mon message aux Camerounais, c'est il faut absolument avoir foi. Je vois des gens qui minimisent l'action des enseignants. Non, c'est une très grande action, c'est un pas qui est en train d'être posé. Est-ce que c'est le pas définitif? Le seul moyen de savoir, c'est si nous aussi on commence à marcher. Hein. Voilà. Si on les laisse seuls là... Vous n'avez pas peur d'être arrêté. Vous avez tellement expérimenté, voilà. Monsieur Somba, j'ai déjà été arrêté. Alors, je me souviens que vous m'avez visité en cellule tout à fait, une fois. Tout à fait. Ça fait un moment où oui, nos chemins se croisent sur voilà. le combat des libertés. Voilà. Alors, Edith Kawala, pour rester un peu encore en politique, cette fois du côté de l'autre bord du gouvernement, justement parlant du gouvernement, vous voyez les attentes des Camerounais quant au renouvellement de l'équipe gouvernementale. Il y a eu 2 élections entre-temps, il y a eu des scandales en cascade, j'allais dire, le Covid Gate, voilà,
les infrastructures sur la canne et d'autres choses encore. Et voilà, quasiment 4 ans plus tard, toujours pas de gouvernement. Est-ce que vous trouvez d'abord cette attente légitime des Camerounais qui, au point où chaque jour, des gouvernements sortent, fictifs, sont balancés sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez cette sorte de mystification qui est faite autour de cette affaire de gouvernement? Non. Et je ne pense... C'est normal. Je ne pense pas qu'au sein des Camerounais, de la population générale, il y a une attente ou une mystification. Non. Vraiment, je peux me tromper, mais autour de moi, il n'y a aucune attente. Je crois que ceux qui sortent les gouvernements tous les jours, qui circulent dans les groupes WhatsApp, c'est les gens du système. Chacun, ils sont en train de faire un lobbying. D'abord, on est dans un système qui ne sait jamais quand est-ce que le remaniement va être fait. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on l'annonce maintenant. Et chacun est en train de faire son lobbying de son côté. Donc, ils jouent leur jeu entre eux. Je ne crois pas que ça nous concerne. Et tous les listes qu'on a vues, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui va changer pour nous? Je n'ai pas vu quelqu'un là sur la liste là où je dis ah, celui-là il va pouvoir gérer l'électricité. Hein. Si lui il est là, on va avoir des solutions à l'électricité. Je n'ai pas vu quelqu'un sur cette liste où je dis ah non, celui-là, création d'emplois, si on le met en place. Non, c'est un jeu entre eux. Et c'est très important pour nous, les Camerounais, de rester focalisés. J'ai vu des rumeurs ce week-end. Oh là là, on va déposer un projet de vice-président, blablabla. So what? So what? Quand on est passé de vice-président, on avait un vice-président avant. Hein. Quand on est passé de vice-président à premier ministre, ça a changé quelque chose pour nous. Il faut qu'on reste focus sur ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est un changement fondamental, systémique. C'est pas d'avoir les chaises le jeu musicales. De chaises musicales. Alors, à défaut d'avoir des gens qui vont apporter de l'emploi et autres, comme vous le suggériez, est-ce qu'il n'y a pas, là encore, une attente quant aux sanctions qu'il faut prononcer contre ceux des ministres qui se seraient montrés, j'allais dire, faillibles, ou alors dont les résultats n'auraient pas été probants? J'ai beaucoup de jeunes personnes autour de moi ces derniers temps, donc je vais vous répondre comme eux. Ils me disent toujours, really? Really, Antika? Really? Donc moi, je vous demandais, monsieur Somba, really? 40 ans plus tard, vous attendez les sanctions? Franchement, quand est-ce que dans le régime de Biya, on a sanctionné un ministre? Sanctionné, c'est-à-dire oui, écarté du gouvernement. Écarté du gouvernement. Au trop, on va le changer de position. Mais quand est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un sanctionné il y a tout un gouvernement en prison. Dans ce gouvernement. Il y a tout un gouvernement en prison. Encore une fois, ça c'est le jeu politique entre eux. Vraiment, ce n'est pas parce que ceux-là ont volé, parce que le gouvernement actuel est rempli de voleurs. Donc, ce sont des jeux qu'ils jouent entre eux et nous, on doit se focaliser sur l'essentiel. Leur dire merci. C'est bon, 40 ans, vraiment, de la manière, ce que j'aime dans la grève des enseignants, c'est qu'ils sont en train de nous montrer que c'est possible de tenir ferme, sans violence, sans même lever le ton, de manière absolument civilisée. Moi, ça me donne espoir. Ça veut dire que demain, nous, les Camerounais, on pourra dire au revoir à ce gouvernement sans violence, sans les brusquer, mais fermement, en leur disant que non, là, ça suffit. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Comme vous avez dit, c'est un travail très difficile. C'est un travail qui nécessite que nous agissons toutes et tous. Restons concentrés sur ça. Les nouveaux gouvernements... C'est la distraction. C'est la distraction absolue. Vous n'attendez rien et on connaît ce gouvernement. Tout ça sort maintenant parce qu'il y a grève. Ils cherchent à détourner l'attention des Camerounais. Restons focus. On veut qu'on paye les enseignants. On veut qu'on paye les autres fonctionnaires. On veut l'eau. On veut l'électricité. On veut l'emploi pour nos enfants.
et nous ne devons pas arrêter notre action politique, notre action activiste, tant que ces solutions-là ne sont pas sur la table. Très bien. Pour rester avec le gouvernement, quel est votre commentaire sur la gouvernance par haute instruction à laquelle nous sommes habitués depuis quelques temps maintenant? Alors, il y a quelque chose il y a quelqu'un, hier, j'aime beaucoup, il y a des jeunes qui font un formidable travail de recherche et qui alimentent les réseaux sociaux. Donc, il y a quelqu'un qui a fait le travail pour nous montrer que les hautes instructions, donc les secrétaires généraux qui signent pour le président de la République, ça date d'Aïdjo, hein, des années 70. Et tous les secrétaires généraux ont toujours eu ces prérogatives. Peut-être celui-ci l'utilise beaucoup, je n'en sais rien. Encore une fois, ce qu'on n'intègre pas souvent, c'est les réseaux sociaux. On n'intègre pas le fait qu'il y a 20 ans... On est dans un autre monde. Voilà, on n'avait pas l'information en temps réel. Donc, si un secrétaire général signait ces notes-là, nous, le bas peuple, on n'avait pas accès à ces notes-là. Donc, on vit dans un monde où on a beaucoup plus d'informations. Reste à savoir si le secrétaire général adjoint, le secrétaire général de la présidence aujourd'hui utilise plus fréquemment ses prérogatives de signature que d'autres l'ont fait dans le passé. Mais toujours est-il encore une fois que vraiment... J'ai parfois l'impression que... Oui, mais c'est le fonctionnement de la République. Que les autres aiment le Congo-ça politique plus que nous, les politiques. And so what? C'est le fonctionnement de la République, c'est le fonctionnement de l'État. Il faut que les Camerounais comprennent. Si jamais c'est hautes instructions, nous donner l'électricité, vraiment, on les prendra avec les deux mains. Si jamais ces hautes instructions payaient réellement... La question, c'est de savoir, est-ce que ces hautes instructions viennent vraiment de là où... Voilà, c'est aussi l'interrogation que certains dans l'opinion se font. On n'en sait rien, mais ça, aujourd'hui, j'entends dire, oui, le président est vieux, donc il n'est même pas en position de gérer, etc. Et ma question, c'est, Biya, lui, il a géré quand? Ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un moment où il tenait les conseils de ministres toutes les semaines pour qu'on dise qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il est vieux? Il a toujours géré comme ça. Il est probablement fatigué, il va moins rapidement, etc. Nous tous hein, moi-même, je me sens beaucoup plus lente que... à la réaction qu'il y a quelques années. Qu'il y a 15 ans quand j'entrais en politique. Mais je crois que moi, je suis restée fidèle à ma manière de faire, tout comme lui, il est resté fidèle à la sienne. Donc... est-ce que ça vient de lui ou pas? Franchement... Vous ne vous posez pas la question? Je ne me pose pas la question. Ce n'est important en rien dans la mesure où on a un gouvernement absentéiste depuis 40 ans. Très ça bien. Ne date pas de 2 ans ou 3 ans ou 5 ans. Une dernière question pour sortir, Kawala. Et là, on sort du Cameroun, on va très très loin, en Europe de l'Est. La guerre Russie-Ukraine. Oui. La guerre, j'allais dire, monde occidental contre Russie. Oui. Quelle est votre opinion, votre position? Ma position est très claire. L'Afrique doit s'occuper de l'Afrique. Ma position est celle du non-alignement. On n'a aucun ami parmi ces deux groupes-là. Les Occidentaux ne sont pas même nos amis. La Russie n'est certainement pas notre ami, n'est certainement pas notre sauveur, etc. Comme je vois. Non, on n'a pas à s'aligner. Comme je dis, dans une conversation, des personnes qui ont des armes nucléaires, nous, on vient faire quoi là-dedans? On peut subir le contre-coup on ne va que subir de ces armes-là. On ne va que subir. Donc, on n'a pas intérêt à nous immerser dans cette discussion. Ce qui est important pour nous, première chose, focalisons-nous sur l'Afrique. Est-ce qu'on a sorti tous nos ressortissants? Est-ce qu'ils sont à l'abri?
Voilà la première question. Et la réponse, c'est non. Et j'en profite pour faire appel encore au gouvernement parce que aujourd'hui, j'ai reçu une vidéo des jeunes Camerounais qui sont encore en Ukraine. En Ukraine et n'arrivent pas à sortir de la ville dans laquelle ils sont. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel, la démarche diplomatique qui doit permettre à nos ressortissants de sortir de là. Deuxième élément où nous devons nous concentrer, cette guerre va avoir des répercussions terribles sur notre économie. On a parlé de l'inflation tout à l'heure. L'inflation, il faut dire, on dit que je ne donne jamais des fleurs à ce gouvernement. Une des choses qu'ils ont toujours su gérer assez bien, c'est l'inflation. Donc l'inflation qui arrive et a pour déclencheur des événements externes. Il y a d'abord eu le Covid qui a impacté la production de par le monde, les chaînes d'approvisionnement. Et puis, maintenant, vient cette guerre en Ukraine. Le blé, le prix du pétrole, le fer de construction sont déjà en train d'être impactés et ça va continuer. Quelles sont nos mesures pour faire face? That is the question. C'est des questions concrètes où voilà on doit là où nous, on doit se concentrer. Sortir nos ressortissants et se concentrer sur les questions économiques. Sur le plan politique, on doit observer parce qu'il y a quand même une reconfiguration du monde qui est en train de se faire. Malheureusement pour nous, on n'a pas fait notre travail parce que ça aurait pu être un très beau moment pour l'Afrique, une très belle opportunité. L'Afrique qui regorge en capacité d'énergie, qui regorge en des matières comme le gaz, qui aurait pu devenir fournisseur. Il y a d'ailleurs probablement l'Algérie qui va profiter de cette opportunité. Donc, malheureusement, on n'a pas fait le travail préalable pour se positionner. Donc, il faut qu'on fasse le travail maintenant. Parce que le repositionnement, la reconfiguration se fait. Et il ne faut pas que, quand elle se fait, on se retrouve encore à la dernière position. Voilà nos préoccupations. Les Américains ont fait ceci, la Russie a fait cela, etc. Là, on est en position d'observateur, d'analyste. Point, c'est tout. On n'a pas à s'aligner derrière l'un ou l'autre. Edith Kawara, merci d'avoir fait le déplacement de Dash News ce soir. Et à très vite, j'espère, sur nos plateaux pour continuer ce débat citoyen et démocratique pour l'avancement de la libre expression dans notre société. Merci. Toujours un plaisir d'être à Dash News et pour la première fois avec vous. Donc, on se retrouve. Ici, en tout cas. Voilà, je vais dire pour la première fois ici. Merci à vous d'avoir regardé cette autre édition de l'invité de la semaine sur Dash News. Restez évidemment sur nos antennes, radio et télé. Et à très vite sur Dash News. Au revoir.